Salut et bienvenue dans Cultura, un podcast qui met en lien sujets de société et christianisme. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Serge Mola, pasteur et docteur en théologie, mais aussi écrivain, notamment connu pour ses écrits sur Martin Luther King et l'Église noire américaine en général. Nous nous étions rencontrés l'été dernier lors du Metanoia Festival, où nous avions été les deux invités pour animer un atelier sur la collapsologie et la résistance non violente. On espère que cet épisode vous enrichira votre perspective sur le militantisme contemporain, parce qu'on va prendre une partie de l'histoire de Martin Luther King et à la fin de l'épisode faire des liens avec des sujets de militantisme contemporain. Et avec ça, on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Serge, je suis tellement content d'être avec toi aujourd'hui et là on enregistre et on est entouré de livres, de certains que tu as traduits, on va en parler un petit peu après, et aussi lecteur vinyle, et ça t'es imprégné, en tout cas en partie de la culture noire américaine. Et est-ce que tu pourrais un peu te présenter, parler un petit peu de ton contexte, d'où tu viens et comment tu es devenu un fin connaisseur de Martin Luther King? Alors, je m'appelle Serge Mola, je suis né en 1955 et lorsque j'étais enfant, la première fois j'avais 4 ans, 4 ans et demi, quelque chose comme ça, et puis un petit peu plus tard, mais lorsque j'étais enfant, j'ai passé avec mes parents et ma sœur, j'avais une grande sœur, j'ai passé quelques années en Afrique noire, au Cameroun. Et je pense que cette expérience, sans du tout y réfléchir, bien sûr, j'étais juste un gosse qui vivait là avec ses parents, qui allait à l'école normalement, etc., mais m'a rendu très attentif aux relations avec l'autre qui est différent, et notamment le noir. Et ensuite, quand nous sommes revenus, et là j'étais adolescent, on est revenu vers 67, 68, Martin Luther King est assassiné, et je me souviens de l'émotion autour de moi, parce que c'était quelqu'un qui impressionnait ma famille et des amis, et mes parents avaient parmi les amis un couple dont elle était noire américaine. Donc, voilà, ça m'a impressionné, et du coup, je me suis mis à lire l'histoire de Martin Luther King, et je dois dire que j'ai été assez fasciné par ces histoires de non-violence. Moi, je trouvais des gens qui s'asseyaient par terre, qui faisaient des marches, et parfois subissaient beaucoup de violence. Ça me frappait beaucoup, pour obtenir des choses, hein. Et donc, du coup, j'ai aussi lu un peu Gandhi, parce qu'on parlait de Gandhi dans ses affaires, bon. Alors ça c'est le côté un peu... Et puis c'était un chrétien, puis mon papa était pasteur, puis moi je baignais bien là-dedans, sans forcément me poser 1000 questions à ce moment-là. Et puis il y avait un autre aspect, c'était que ma maman aimait les Negro Street Tour. On n'avait pas beaucoup de disques, mais elle aimait ça. Et je pense que, sans que je m'en rende trop compte, elle m'a transmis cet intérêt, pour pas dire cet amour de cette musique-là. Ensuite, j'ai fait des études de théologie. Pendant mes études de théologie, je découvre à la fin de mes études qu'il existe un courant qu'on appelle la théologie noire américaine, Black Theology. Et je dépose un projet de travailler pour travailler Martin Luther King, parce que je trouve qu'en français, il n'y a pas grand-chose de très convaincant. Il y a des biographies, mais il n'y a pas d'explicitation de sa pensée, et je trouve que ça mérite la chose. Et du coup, à ce moment-là, King, il était même pas forcément très connu. Il est connu, reconnu, parce qu'il y a quand même eu des prix, etc., prix Nobel de la paix, bon. Mais il n'est pas encore l'icône qu'il est devenu. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Il n'est pas encore devenu l'icône. Donc, parallèlement, moi, à mon intérêt, je continue à m'intéresser aussi à la culture, c'est-à-dire que je lis les écrivains noirs américains, j'écoute de plus en plus cette musique, de par mes convictions religieuses,
non seulement j'écoute du son, mais j'essaye de savoir qu'est-ce qu'on chante, pourquoi on chante ça, quelle est la différence. S'il y en a une, au début, je ne vois pas très clair, entre les Negro Spiritual et les Gospel Songs, j'essaye de comprendre de quoi ça parle. Et peu à peu, tout ça forme un tout, parce que pour comprendre King, il faut comprendre d'où il vient, il faut comprendre sa culture, et voilà. Et puis, ça ne m'a jamais quitté. Et du coup, tu as aussi fait une thèse. Voilà. Alors, sur King, je finis par effectivement faire une thèse sur Martin Luther King, c'est-à-dire que je vais obtenir une bourse du Fonds national suisse pour aller aux États-Unis, me plonger dans les archives. Aujourd'hui, une bonne partie est 3 clics, on y est, ou presque, mais évidemment, à l'époque, c'est plutôt aller frapper à la porte de la bibliothèque et se plonger dans des cartons et des centaines de photocopies. Ouais, immense travail. Et du coup, depuis, tu es resté expert, en tout cas en francophonie, sur toute l'histoire des églises noires américaines, qui a commencé avec Martin Luther King. Ça. Disons que le mot expert, moi, il me fait toujours peur. Okay. Parce que, donc, c'est un mot que je ne revendique pas du tout. Je préfère dire à mon sujet que je suis quelqu'un passionné par ce sujet. Et pas seulement intellectuellement. Parce que j'ai rencontré des gens qui savaient beaucoup de choses là-dessus, mais qui laissaient partiellement, en tout cas, le monde culturel de côté. Alors que personnellement, je ne peux pas. C'est un tout. Et la culture a beaucoup éclairé pour moi le personnage Martin Luther King et du coup les églises noires. Alors on a l'impression ici qu'il n'y a rien avant Martin Luther King et puis qu'il y a cette espèce d'Everest et puis avant il y a la morne plaine puis après ça redescend tranquillement. Bon. Alors bien sûr c'est une figure majeure au XXe siècle, etc. Mais il n'est pas né par hasard. Je veux dire, c'est pas par hasard que tout à coup apparaît cette figure. Donc, l'Église noire, je vais employer le mot au singulier, il y a déjà des figures avant lui, il y a déjà tout un travail avant lui qui se fait, même si la plupart des gens ne connaissent pas les étapes qui vont faire qu'à un moment donné, il y a cette figure et quelques autres, mais notamment celle de la sienne. Tu poses très, très bien le décor. Est-ce que tu arriverais à développer un petit peu le contexte dans lequel est né Martin Luther King? Enfin, dans le sens que aujourd'hui, on le voit comme une icône de la résistance non violente, notamment vis-à-vis de la ségrégation raciale. Et en fait, aujourd'hui, on voit ça comme plus ou moins comme un acquis jusqu'à un certain point. Évidemment, il y a eu des reflux depuis. Mais comment est-ce que c'était à son époque d'un point de vue social, mais aussi, après on va en parler un peu plus d'un point de vue théologique en fait, parce que il est quand même né dans un contexte baptiste protestant. Donc voilà, mais commençons déjà par le contexte plus culturel. Il est né dans quoi? Voilà, donc Martin Luther King, il naît en 1929. Et le monde dans lequel il est né, j'allais dire, est un autre monde que celui dans lequel nous vivons. Alors, j'ai envie de dire, déjà pour nous, c'est évident que technologiquement, le monde que nous connaissons, tu as un ordinateur sous les genoux, ça n'a rien à voir avec 1929, c'est évident. Bon. Mais il naît donc dans le sud des États-Unis, et c'est important immédiatement de dire le sud, parce que le sud et le nord des États-Unis, c'est en 1929 encore deux zones de grandes régions assez différentes. Déjà, le sud, il est marqué par la guerre de sécession en arrière-fond dans l'histoire. Et ça a profondément marqué ce sud. Le sud, c'est quand même toute cette région où les esclaves ont été importés. C'est d'abord dans le sud qu'ils arrivaient, pas dans le nord. Bon, donc, il y a un arrière-fond historique extrêmement important. Et le monde dans lequel naît King, c'est un monde qui est déterminé par la couleur de la peau. C'est-à-dire, si on est blanc, on a accès à tout. On est un citoyen totalement et à part entière. On a tous les droits d'un citoyen américain, états-unien, disons. Alors que si on est noir, on a officiellement les mêmes droits, mais de fait, on ne les a pas. On est un citoyen de seconde zone. Et donc,
on vit dans un monde, je parle vraiment de la société dans laquelle naît King dans le Sud, on vit dans un monde totalement géré par les Blancs, et le seul lieu qui n'est pas géré par les Blancs à ce moment-là dans le Sud, c'est l'Église noire. J'emploie toujours le mot singulier, quand bien même cela peut recouper des communautés extrêmement différentes, diverses de par leur fonctionnement, de par leur organisation, de par leurs leaders, etc., etc. Mais l'Église noire, c'est le lieu où le noir peut vraiment être lui-même. Ailleurs, il est sous le régime blanc. Sauf s'il y a, par exemple, une école qui serait que noire et contrôlée par des noirs. Mais voilà, il y a des îlots comme ça, il y a quelques îlots importants. Mais l'organisation globale de la société, tout le politique, etc., c'est les Blancs qui gèrent. Ça, aujourd'hui, on a tellement de la peine à se rendre compte qu'il n'y a même pas encore un siècle, C'est ça. le pays le plus puissant du monde fonctionnait comme ça. Totalement. Il fonctionnait comme ça. Et en tout cas, dans le Sud. Dans le Nord, c'était un peu différent. Mais on reste à King, on reste dans le Sud. Bon. Donc, maintenant, King, il a, j'allais dire, une chance, c'est qu'il naît dans une famille aimante. C'est pas rien. Son père est pasteur. Il naît à Atlanta, donc une ville importante. Son père est pasteur et son grand-père était pasteur. Donc, il y a déjà là un socle, j'allais dire, chrétien et important. Et le pasteur, à cause de ce que je viens de dire sur l'importance de l'Église noire comme lieu autogéré, le pasteur, c'est non seulement, je ne parle pas simplement du papa de King ou de son grand-père, mais le pasteur dans une Église noire à cette époque, c'est non seulement un homme, la plupart du temps un homme, qui a des responsabilités religieuses, formation, prédication, catéchèse, enfin tout ce que fait normalement un pasteur, mais c'est un homme qui a aussi d'autres responsabilités sociales, voire politiques, parce que tout passe par l'Église noire. Donc forcément, la plupart des pasteurs ont non seulement une responsabilité religieuse, mais bien plus large, et c'est souvent un leader de la communauté locale. Donc son père est quelqu'un d'important, et il fait partie, la famille King, c'est la petite classe moyenne, on va dire. Et le papa de King souhaite ce que souhaitent beaucoup de parents pour leurs enfants, souhaite que son fils puisse faire des études. Donc ce que King va faire, il va d'abord pouvoir faire des études à Atlanta, et puis il ne sait pas trop s'il veut faire du droit, s'il veut faire de la théologie, enfin, etc. Et pour finir, il va faire de la théologie, il va emprunter la piste déjà ouverte par son grand-père et son père, et puis l'idée c'est qu'il va aller se former, comme il a plutôt de la facilité, il va aller se former dans le Nord, d'abord dans une école de théologie, puis à l'université à Boston. Et là, il va commencer une thèse qu'il finira dans sa première année de pastorat. Mais évidemment, quand il est à Boston, il est dans le Nord, il est dans un monde un peu différent. Alors, il n'y a pas beaucoup d'étudiants noirs dans cette université, mais quand même, le monde est un peu moins régi comme il l'était dans le Sud. Et c'est là qu'il rencontre celle qui va devenir son épouse, Coretta Scott, qui, elle, effectue des études de musique. Et quand je dis musique, on n'est pas dans le jazz, on est dans la musique. La vraie musique. Musique de blanc. Voilà, la musique occidentale, la musique classique. Je dis ça avec un petit sourire quand même, parce qu'il n'y a pas de vraie musique, mais il y a de la bonne ou de la mauvaise. Et se pose la question aux jeunes couples, va-t-on retourner dans le Sud avec tout ce que ça signifie en termes de ségrégation, de société à deux vitesses, de regard extrêmement difficile sur les enfants, etc., sur les enfants noirs, etc. Ou vont-ils rester dans le Nord? Moins difficile. Mais toutes leurs racines sont dans le Sud, toutes leurs familles sont dans le Sud, tant à l'un qu'à l'autre. Donc, après un peu d'hésitation,
le couple va répondre à l'appel, King va répondre à l'appel d'une paroisse, parce qu'il y a plusieurs paroisses qui... Voilà, il y a un moment où il y a des rencontres, les étudiants, les paroisses qui cherchent, etc. Donc, il y a plusieurs paroisses qui s'intéressent ou qui proposent à King d'être leur pasteur, et lui va devenir le pasteur d'une communauté d'Alabama à Montgomery. Alors, ce qui est rigolo, c'est que cette communauté se dit, ça va bien, on va avoir un jeune pasteur qu'on va pouvoir un petit peu cadrer comme on le souhaite, parce qu'ils ont eu avant King un homme qui s'appelait Vernon Jones, qui était un pasteur brillant, absolument brillant, intellectuellement quelqu'un de très solide. C'était un théologien très bien formé, qui avait bossé le grec et l'hébreu pour travailler les textes, etc. Vraiment quelqu'un de très très bien. Et quelqu'un qui ne parlait pas la langue de bois vis-à-vis des Blancs, qui osait dire les choses, qui osait dénoncer les choses, et qui n'arrêtait pas d'inciter ses paroissiens à tenir ferme, à s'opposer. Et ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus parce que plusieurs de ces paroissiens étaient dans des lieux gérés par les Blancs, puis le dimanche, ils se retrouvaient avec ce pasteur qui leur disait « Non, mais il faut résister, il faut ceci, il faut cela. » Oui, mais enfin, c'était pas si simple. Donc, ils se disent, cet homme change de paroisse après quelques années, il se dit, bon, on va prendre un jeune pasteur, on va un peu cadrer tout ça, ça va être plus calme. Ça va être... Quand on sait que ce que va devenir l'histoire, ça va être assez drôle au fond. Quand tu te mets à la place des paroissiens, paroissiennes, qui devaient entendre ce genre de message, en fait, peut-être aujourd'hui on se dit, mais oui, ils avaient raison de lutter, c'est pour la liberté, etc. Mais en fait, quand tu es concrètement dans cette situation-là, ça te crée une charge mentale immense. Parce que, c'est ça, on dit, mais en fait, je préfère ne pas entendre limite ce genre de message et puis continuer et pas trop me faire punir. C'est ça. Ces hommes et femmes, ces paroissiens entendaient régulièrement à l'Église noire, parce que ça c'est quelque chose de fondamental, le rappel de leurs valeurs, quand bien même ils étaient noirs. Donc c'est fondamental ça. Vous êtes des hommes et des femmes de valeur, vous êtes des hommes et des femmes enfants de Dieu, totalement à part entière, tout autant que les Blancs, etc. Mais la suite, résister, dénoncer, ça peut avoir des conséquences terribles, parce que si je résiste et dénonce, je peux perdre mon emploi. Ouais. Donc effectivement, là, il y a une... on s'avançait sur un terrain un peu plus délicat. Donc, cette paroisse se dit, on va un peu respirer, on va prendre un jeune pasteur. C'est ce qui est intéressant. Donc, King arrive là, donc il a terminé il a fini ses études, il arrive, il lui reste à terminer sa thèse, dans la rédaction de sa thèse, il n'a plus de cours à suivre, etc. Et il va le faire les premiers mois, la première année où il est pasteur à Montgomery, mais il fait son job de pasteur. Je veux dire, il prêche régulièrement, il visite les malades, il fait de la catéchèse, tout ce que fait un pasteur tout à fait normalement. Et il prêche régulièrement, et il se donne beaucoup il donne beaucoup d'attention à sa prédication. Il passe beaucoup de temps, par exemple, à apprendre ses prédications par cœur, parce qu'il souhaite vraiment être un communicateur important. Mais il y a une tradition de la prédication chez les Noirs, vraiment forte. Donc voilà, la première année, on ne le repère pas. Alors lui, il s'inscrit à une organisation locale qui parle des droits des Noirs, mais je veux dire, personne ne le repère particulièrement. Et ensuite, du coup, si on avance un peu... Oui, bien sûr. Il est quand même influencé clairement par la Bible, par l'héritage chrétien. C'est pas juste, entre guillemets, un pasteur qui va faire en sorte que la communauté aille bien, qu'il y ait des bonnes relations, mais il va vraiment voir plus loin et vouloir amener les gens plus loin, ancrés dans la parole de Dieu. Est-ce que tu arrives à dire c'est la majorité de ces prédications qu'il a fait aussi par la suite, si on accélère un petit peu, de quels sont les passages ou les figures fortes qui l'ont vraiment marqué dans la Bible ou dans l'héritage chrétien? Peut-être juste avant ça, diviser la vie de King en périodes, moi je dirais de la naissance à peu près jusqu'à 54, fin 55, première période. Naissance, formation intellectuelle, etc.
Puis de 55 à 65, ça va être vraiment l'insertion dans le mouvement des droits civiques. Et puis 65 et plus, ça va être l'élargissement encore des grandes questions auxquelles il va se battre. Alors, qu'est-ce qui fait que tout à coup, on quitte le pasteur qui ne se fait pas tellement remarquer, mais qu'on va tout à coup découvrir quelqu'un qui devient un porte-parole et un leader? C'est que tout bascule le 1er décembre 1955, lorsqu'une femme, elle s'appelle Rosa Parks, va refuser de laisser sa place à un blanc, c'est la loi locale qui régit les transports publics, et que un petit groupe va se mettre en place pour organiser quelque chose suite à cette arrestation de femmes. Alors, ok, la caution a été payée, puis mais suite à cet incident, et il faut un porte-parole, il en devient un porte-parole, et le porte-parole, donc King devient le porte-parole de ce petit groupe qui décide d'un boycott qui durera ce que ça durera. On ne se dit pas forcément ça va durer très longtemps, mais on veut marquer le coup. Et très vite, ce porte-parole va non seulement être le porte-parole d'un groupe, mais va devenir un leader, et un leader qui de plus en plus va prendre sa place. Je reviens à ta question. Pour King, alors il a fait de solides études, y compris en théologie. Pendant ses études, il a travaillé les textes, bien sûr, et parmi les figures importantes qu'il va peu à peu creuser de plus en plus, alors la figure du Christ, c'est de l'ordre de l'évidence, mais aussi les figures prophétiques. Jérémie, Ésaïe, Amos, ça, ce sont des figures extrêmement importantes, et importantes parce qu'elles permettent chez lui de conjuguer deux notions, le Dieu d'amour, et souvent on réduit un peu le Dieu d'amour, on réduit à Jésus le Dieu d'amour, on dit voilà, Jésus c'est le Dieu d'amour, mais King dit attendez, oui, il y a le Dieu d'amour, mais ce Dieu d'amour est aussi un Dieu de justice, et cet appel à la justice, cette exigence de la justice est portée de façon extrêmement forte par les prophètes, à commencer par Amos, même chez Ésaïe on a un texte assez proche, ou notamment chez Amos, par la bouche de son prophète, Dieu dit, je vais être un peu... c'est pas la traduction exacte, mais Dieu dit qu'il n'en a rien à cirer des prières qui montent comme un parfum, etc., etc., mais ce qu'il veut, c'est que la justice coule comme un torrent. Et King va garder ces deux notions de justice et d'amour ensemble pour dire nous avons raison, pour dire aux siens, nous avons raison de nous opposer à telle ou telle loi, à tel ou tel comportement, etc. Parce que en revendiquant la justice, Dieu est à nos côtés. Parce que le Dieu que nous confessons est un Dieu de justice qui veut la justice. Maintenant, pas à n'importe quel moyen. Et ça, c'est évidemment fondamental, c'est-à-dire qu'à ces deux notions, Dieu d'amour et de justice, s'ajoute une éthique, on va dire, qui est celle de la résistance non violente. Et ça, King a déjà pensé à ça, a déjà été marqué par cela pendant ses études, parce que pendant ses études, notamment à Boston, il a découvert, écouté une ou l'autre conférence, puis lu des textes de Gandhi. Il a été écouter une conférence de gens qui avaient rencontré Gandhi. L'aumônier à l'université l'aumônier qu'il fréquentait, qui s'appelait Howard Thurman, qui était un noir américain, et qui était d'ailleurs un proche de la famille King, par ailleurs, c'était un homme qui était allé en Inde rencontrer Gandhi. Donc, Gandhi, c'est pas inconnu pour lui. Mais voilà, il y a pensé. Mais très vite, lorsque le boycott va se mettre en place, certains engagés noirs américains qui connaissent très très bien les stratégies non violentes, parce qu'ils sont engagés bien avant King là-dedans, viennent voir King et lui disent « On vient vous soutenir, on vient vous aider », et vont l'aider à penser et à développer tout ce qui concerne cette éthique non violente. Donc King disait, et moi j'aime cette formule parce qu'elle résume vraiment les choses, il disait
Gandhi, c'est une parole de King, hein. Gandhi a fourni la méthode, Jésus-Christ le fondement. C'est incroyable. Et du coup, ça a porté à des mouvements partout aux États-Unis. Et il est surtout connu aujourd'hui pour ses combats, j'ai l'impression, en tout cas dans l'imaginaire populaire, on s'en rappelle beaucoup pour ses combats pour les droits des communautés noires. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la lutte contre la pauvreté, contre la guerre. Et est-ce que tu arriverais à dresser un petit peu le portrait des différents combats principaux de Martin Luther King? Je viens de dire qu'au fond, tout commence avec un boycott de bus. C'est-à-dire qu'en 1955, il n'y a aucun projet de développer un immense mouvement. On n'est pas du tout ça. C'est des gens dans une ville qui veulent d'abord marquer qu'il est scandaleux que cette dame ait été arrêtée parce que simplement elle n'a pas laissé sa place à un blanc. Donc, on revendique pas grand-chose. On dit juste, voilà, c'est pas normal. On aimerait que davantage de chauffeurs de la ligne de bus soient noirs. On aimerait que les noirs puissent monter à peu près devant ou derrière à leur convenance, alors que là, ils doivent prendre le billet devant et remonter derrière. Enfin, bon. Mais il se passe ce qui va se passer tant de fois, non seulement aux États-Unis, mais dans tant d'endroits du monde, c'est-à-dire que lorsque une victime demande un peu quelque chose, revendique quelque chose, le puissant répond non, donc la victime est obligée d'hausser le ton. L'autre répond non, et peu à peu, ce qui était une petite demande devient une demande de plus en plus forte. Donc peu à peu, et là je rappelle juste en passant que le boycott va durer 381 jours, en termes de fatigue, etc., il y aurait à dire, et que cette action sur le terrain va se doubler, et ça va être comme ça pendant tout le mouvement des droits civiques. Il y a des actions sur le terrain, résistance non violente, etc., qui se doublent d'actions sur le plan légal des lois, parce qu'il s'agit de changer les lois. Et évidemment, là, c'est très lent, parce qu'on va dans une cour, on obtient ou on n'obtient pas, puis il y a une reprise du procès, etc., et on monte de cour en cour jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Donc, au départ, on se bat simplement pour des affaires très concrètes dans un bus, ligne de bus. Mais, au bout de 380 jours, la Cour suprême rend un arrêt qui va dire que cette législation qui régit les bus, elle est anticonstitutionnelle. Parce que dans la Constitution des États-Unis, il est dit que tout homme est égal à un autre. Tout homme, pas tout homme noir, pas tout homme blanc, mais tout homme, tout être humain est égal à un autre. Donc, si tout à coup on favorise l'un plutôt que l'autre en fonction de la couleur de la peau, c'est anticonstitutionnel. Seulement, ça touche pas. Ils répondent sur l'histoire des transports publics. Mais il y a tant d'autres lieux où les lois restent anticonstitutionnelles. Donc, il va falloir, peu à peu, se battre contre toutes ces lois. Donc, on va toucher les transports publics, d'abord locaux, puis inter-États, puis ceux qui touchent les magasins, puis ceux qui... etc., etc., etc. Au début, King, je dis King, mais il n'est pas tout seul, on est bien d'accord, il y a d'autres pasteurs, il y a d'autres personnages extrêmement importants autour de lui, pas seulement pasteurs d'ailleurs, il y a d'autres hommes, il y a d'autres femmes, c'est bon. Et puis il y a peu à peu des organisations qui se créent. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au tout début, on se dit, une fois qu'on aura montré aux Blancs l'inégalité de la chose, ils sont d'accord avec nous. Mais ce n'est pas ça qui se passe. L'autre continue à vouloir garder ses droits. Donc, j'allais dire, il y a un petit côté naïf au départ. On se dit que quand on aura expliqué la chose, l'autre la comprendra et changera. Mais ce n'est pas ce qui se passe. On pourrait trouver bien des tas d'exemples contemporains aujourd'hui. Sur la question climatique, par exemple. Bon, je m'arrête là. Mais, donc, on se rend compte, King et d'autres se rendent compte peu à peu de l'opposition, je vais garder le mot résistance avec non-violence, donc de l'opposition dure à laquelle ils font face.
Et donc, peu à peu, tous les combats et les luttes menées contre les éléments de ségrégation, les systèmes de ségrégation, montrent aux yeux de King que la maladie est plus profonde d'une certaine manière. Ce qu'on voit, c'est les effets de quelque chose d'extrêmement profond. Et c'est pour ça que je balisais tout à l'heure, disons 55-65, parce que 65, c'est un des derniers grands combats du mouvement des droits civiques et qui porte sur la réaffirmation du droit de vote. C'est-à-dire que les Noirs ont le droit de vote depuis longtemps. Mais on leur a mis tellement d'embûches pour empêcher les Noirs de voter qu'en gros, on en laisse voter quelques petits pourcents pour dire « Oui, mais vous voyez, ils peuvent voter. » Il n'y avait pas ce truc où une voix, en fait, ça fallait genre 3/5 de voix dans votre... Il y avait 30... Oui, il y avait plein de magouilles, il y avait plein d'endroits où ils ne pouvaient pas voter, il y avait plein d'endroits où on en laissait voter juste 2, 3, enfin, etc., etc. Donc, en 65, suite à tout un tas d'événements, de manifestations, de luttes, sur proposition du président des États-Unis à l'époque, il y a une réaffirmation du droit de vote. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus possible de dire les Noirs ceci ou les Noirs cela. Bon. Et certains se disent, voilà, le combat du mouvement du droit civique est terminé. Mais King dit justement pas, il n'est pas terminé. Parce que là, on a travaillé sur tout ce qui se voyait. Les panneaux noirs, blancs, ça se voit. Le fait qu'il y a des lieux réservés aux uns et pas aux autres, ça se voit. En revanche, ce qui ne se voit pas, c'est les habitudes. C'est les comportements qui font qu'on va continuer à privilégier les uns au détriment des autres. Et donc, il va falloir travailler ces lieux-là. Et comme par hasard, il y a beaucoup plus de pauvres noirs que de pauvres blancs, en rapport de population, hein, bien entendu. Quand il y aura la guerre du Vietnam et qu'il y aura des soldats, alors l'armée est un lieu où on engage volontiers les Noirs autant que les Blancs. Ça, il n'y a pas tellement de ségrégation à ce niveau-là, et les Noirs peuvent avoir des responsabilités importantes. Bon. Mais quand il y a des décès et que les corps sont rapatriés aux États-Unis, les soldats ne peuvent pas être enterrés ensemble. Donc ça montre bien la difficulté, ça montre bien qu'il y a encore des tas de lieux où être noir ou être blanc a d'énormes conséquences et très difficiles. Donc entre 65 et 68, King va effectivement s'atteler à la pauvreté, disant c'est pas possible, on est un des pays les plus riches du monde et en même temps il y a dans un certain nombre d'États du Sud, pas les grandes villes, ou peu les grandes villes, mais de campagne, des gens qui vivent des situations du tiers-monde, alors qu'on est dans un des pays les plus riches du monde. Et il va s'atteler aussi à la question militaire. Et pour lui, c'est la continuité exacte de Dieu de justice et Dieu d'amour. Hein. Simplement, il n'est plus immédiatement sur les questions raciales parce qu'il sait qu'il y a aussi des Blancs touchés très très largement par la question de pauvreté. Il sait qu'il y a des communautés ethniques qui ne sont pas noires, mais par exemple liées à l'Amérique latine, l'Amérique centrale, qui sont traitées comme moins que rien, etc., etc. Et il va essayer de peu à peu monter un front commun. Hein, et ce sera notamment son dernier combat, et il ne va pas en voir la finale puisqu'il sera assassiné en avril 68, mais ce sera cette organisation de la campagne en faveur des pauvres, justement. En fait, ce que je trouve tellement profond dans ce que tu expliques chez lui, dans son combat, et qui est donné par sa foi chrétienne, c'est que c'est pas juste on veut des droits pour nous, mais en fait, on veut une réduction du cœur de la nation américaine, si on veut. Enfin, il y a ce truc de ok, si les actions s'améliorent, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est toucher le cœur. Et il me semble que c'est aussi quelque chose qui va dire... je dis ça parce que en fait, ça va au-delà de la personne qui dit la guerre, c'est pas bien. C'est ce qu'il veut, c'est toucher le fond de la mentalité américaine qui fait qu'on va aller faire la guerre à l'étranger, qui a une logique impérialiste là derrière. Et en fait, il va toucher ce coin-là. Donc, il va chercher
au fond, le cœur, si on veut, du péché de la nation américaine dans ce sens-là. Et est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu à ce moment-là? Et enfin, est-ce que les gens arrivent à voir ça de cette manière-là? Alors, tu as employé le mot péché. Je crois qu'effectivement, quand King en vient à voir, à discerner, pour pas dire dénoncer, les grands mots MAUX de la nation, c'est bien quelque chose de l'ordre du péché. Hein, parce qu'il sait bien aussi que cette nation se prend pour la nation chrétienne appelée à diffuser largement le grand message, n'est-ce pas? Mais il dit, attends, il y a un aveuglement terrible, parce que comment le fait-elle? Soit par les moyens militaires avec ce que ça veut dire, ou en laissant crever les plus petits, les plus pauvres, etc. Donc pour lui, il ne s'agit pas, parce que certains vont dire il se lance sur le politique, non. Bien sûr que ses paroles, ses engagements, ses discours, ses prédications ont des conséquences politiques, touchent le politique, mais il ne s'est jamais pris pour un politique. Il a même refusé quand on lui propose de faire campagne avec un homme qui va se présenter à la présidence, tout en sachant qu'il ne sera pas élu, mais des fois on fait campagne parce que ça permet de diffuser un discours, hein, quand même, et c'est important. King va le refuser parce que King veut rester le pasteur. King veut rester celui qui parle, j'allais dire depuis la chair, C-H-A-I-R-E. Hein, et il veut garder cette liberté-là. Il ne veut pas faire de l'Amérique une nation chrétienne. Ce n'est pas le projet de King. Mais il veut, comme chrétien, appeler cette nation à être plus juste. Mm-hmm. Et ça, c'est une distinction. C'est très important. Il ne veut pas faire de la nation une nation chrétienne. Non. Et donc, il va en payer le prix fort. Maintenant, ce qui me paraît, moi, très, très important chez King, parce que dénoncer la guerre, tout ça a l'air très, très normal, y compris aujourd'hui, et on pourra peut-être, enfin, je ne sais pas si on y reviendra, mais moi, ce qui me semble intéressant chez un King, c'est que ce n'est pas seulement quelqu'un qui prononce des paroles fortes. C'est quelqu'un qui paye le prix des paroles fortes qu'il prononce. Parce que je pense que c'est ça un des très gros problèmes des églises, y compris aujourd'hui. C'est que les églises sont très souvent prises comme des institutions qui prononcent de très belles paroles, mais qui ne leur coûtent rien. Elles disent aux États, faites ceci, accueillez ceux-là, ne faites pas ceci, Qu'est-ce que ça leur coûte? Tandis que un King paye de sa personne. Ceux qui ont revendiqué la justice à Montgomery, je parle de Roe v. 1955, ont payé le prix de leur revendication, et ils l'ont payé cher. 381 jours sans bus. C'est-à-dire pour une part aller à pied, etc. Bon. Et sans parler des années qui suivront, où nombre de gens ont fait des marches, ont été arrêtés, ont été malmenés, ont été emprisonnés. Il y a eu un certain nombre de morts dans les gens du mouvement, qui se sont fait assassiner. Il n'y a jamais eu de morts parmi ceux qui ont assassiné. Il n'y a eu que des morts du côté de ceux qui revendiquaient. Et c'était tant des Noirs, en majorité noirs, on va dire, mais il y a aussi eu quelques Blancs. Hein. Je rappelle, juste donner un exemple, 64, alors qu'on est de longs mois avant la réaffirmation du droit de vote, donc il y a tout un travail organisé par plusieurs organisations, et notamment une organisation de jeunes, qui font de l'éducation civique dans les campagnes du sud des États-Unis, parce qu'on dit, c'est important que vous vous inscriviez pour aller voter, et c'est important que vous compreniez quels sont vos droits, etc. Donc on fait de l'éducation civique dans les campagnes. Et ces groupes de jeunes qui se forment à la non-violence, qui se forment à l'éducation civique pour aller ensuite la transmettre, voilà, ils se forment et ils vont. Un jour, 3 de ces jeunes disparaissent. On les a vus encore le matin passer au poste de la police locale, mais après, on les cherche.
on les cherche. 2 ou 3 semaines passent. Il y a 2 blancs et un noir. Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Ils travaillent toujours en équipe. On retrouve leur corps 3 semaines plus tard. Et on va savoir peu à peu que la police locale a été liée à tout ça. Ku Klux Klan, police, tout ça, c'était des choses un peu en collusion à l'époque. Il y a un type qui a assassiné en 63 devant le porche de sa maison. C'était un avocat, c'était un homme qui bossait pour le mouvement. Il a assassiné presque sous les yeux de ses enfants parce qu'il arrive chez lui, il sort de sa bagnole, il est assassiné. On sait très bien qui a tiré. On a l'arme, on a le tueur, on a tout. Le type a été acquitté en moins d'1 heure. Le procès sera jugé 30 ou 40 ans plus tard et l'homme condamné 30 ou 40 ans plus tard. Il a à ce moment-là 70 et quelques. Et je pourrais multiplier les exemples. Ouais, et c'est tous des exemples où la non-violence devient tellement subversive, j'ai envie de dire. Tu vois, où en fait, vraiment lui-même, Martin Luther King et son mouvement des droits civiques se distinguaient aussi d'autres mouvements. Tu disais qu'en fait, c'était... évidemment, il y avait plein d'autres mouvements, il n'y avait pas que le sien, parce que ça amenait toute la communauté nord-américaine. Et je pense notamment au mouvement des Black Power, ou aussi ce qu'annonçait Malcolm X, etc. Comment est-ce qu'ils se distinguaient des autres militants? La non-violence était un élément fondamental, mais ok, aujourd'hui c'est un mot qui a une association plutôt positive, mais qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Alors, quand on a parlé du début de King, on dit que ça se passe dans le Sud. Donc, les premières années du mouvement, on est dans le Sud, parce que c'est le Sud qui a encore toute cette ségrégation qui est visible et contre laquelle le mouvement des droits civiques va se battre. Quand je dis mouvement des droits civiques, c'est l'organisation de King, c'est celle des jeunes, et d'autres encore. Donc, on est dans le Sud. Et au fort du mouvement, il y a peut-être une dizaine de pourcents de gens, des églises qui sont engagées, ce qui est beaucoup de monde hein, quand même, et qui sont engagés non violemment et qui suivent en gros les injonctions non violentes. Ils les suivent soit tactiquement, ce qui est déjà énorme, soit tactiquement et sur le fond. Mais le fond est important parce que King fait de moins en moins. Au début, il parle un peu de Gandhi, etc. Puis peu à peu, il se rend compte que Gandhi, ça ne parle pas à ses paroissiens. Ça ne parle pas aux foules noires. Parce que c'est très loin, c'est l'Inde, c'est là-bas, il faudrait... Donc, King, à ce moment-là, va beaucoup plus faire allusion à la tradition noire américaine, en disant nos pères, P-A-I-R-S, quand ils ont créé peu à peu les Negro Hospitals, ils disaient bien quelque chose de Dieu. Ils disaient bien quelque chose du Christ. Et il va s'appuyer sur ce terreau chrétien fondamental pour y ancrer aussi la non-violence. En gros, la non-violence dans le Sud fonctionne bien, on va dire, jusqu'à peu près vers 65, au moment de la réaffirmation du droit de vote. Mais c'est aussi beaucoup de fatigue, c'est aussi beaucoup de pression, c'est aussi beaucoup de menaces, tout ce qu'on vient de dire, pas dire de mort, etc. Donc, en 66, lors d'une des marches, un homme va lancer le cri Black Power. Il va dire, on ne veut pas seulement la réconciliation, on ne veut pas seulement la paix, on veut du pouvoir. Alors, mot réconciliation, c'est un mot généreux. La paix, c'est un mot généreux. La liberté, c'est un mot généreux. Mais pouvoir, on est tout de suite en train de prendre peut-être quelque chose à l'autre, parce que l'autre, il a le pouvoir. Donc, c'est un mot qui va se répandre comme une traînée de poudre. Celui qui fait ça, il a entendu, bien sûr, justement, le discours d'un Malcolm X, mais Malcolm X, il faut bien se rappeler, c'est un homme qui est jusqu'à, on va dire, une année avant sa mort, il est assassiné en 65, Malcolm. Oui, c'est juste. Malcolm ne croit pas du tout à la non-violence.
mais il croit à l'autodéfense. On fait tout de suite de Malcolm à quelqu'un qui prône la violence. Non, il prône l'autodéfense, ce qui n'est pas la même chose. C'est si tu viens m'attaquer, je me défends. Mais pas je vais moi aller t'attaquer. Et il est musulman, donc on est musulman noir et porte-parole des musulmans noirs. Pas leader, le leader c'est pas lui, mais il est porte-parole. Et il parle dans le Nord, et il parle le langage du Nord. Donc c'est vraiment le langage du ghetto, alors que King, c'est pas le langage du ghetto, c'est le langage du Sud, du Black Preacher. Donc on est déjà dans deux figures totalement différentes. Mais Malcolm, dans le Nord, a une extrême importance, revendique, dit aux Noirs, soyez fiers d'être Noirs, soyez fiers de votre culture, soyez fiers de tout ça, et n'hésitez pas à vous défendre si on vous attaque. Le mot Black Power va comme ça fuser en 66 et se répand comme une traînée de poudre. Donc plein de jeunes qui ont peut-être un lien moins étroit avec les églises vont reprendre ce terme et vont dire maintenant ça suffit, on en a marre de la non-violence parce que ça nous coûte trop cher. Et donc vont peu à peu glisser vers autre chose et ça va être non seulement Black Power, mais aussi les Black Panthers, etc. Mais ce sont des gens, on les a parfois diabolisés, ces gens-là, ce qui est une grave erreur. Parce que les Black Panthers ont fait un travail dans les ghettos, un travail social dans les ghettos, de nourriture de ceux qui n'avaient pas, d'aider ceux qui en avaient besoin, etc., exceptionnel. Simplement, à cause de leur rapport aux armes, j'allais dire, ils sont parfois tombés dans des traquenards où on les a incités à répliquer et évidemment en face, les rapports n'étaient pas les mêmes. Et donc, on les a fait passer pour extrêmement violents et on s'est arrangé pour peu à peu les éradiquer, ou presque. Mais le travail social, la conscientisation de valeurs de soi qu'ils ont fait dans le Nord était important. Et King est un des rares leaders à avoir voulu dialoguer avec les gens du Black Power. Et c'est pas pour rien que, alors que jusqu'à 65, il travaille quasiment que dans le Sud, dès les dernières années, il va par exemple prendre un appartement à Chicago dans un lieu très difficile parce qu'il veut essayer de changer aussi les choses là avec la résistance non violente. Mais le rapport aux églises n'est pas le même dans le Nord que dans le Sud. Parce que dans le Nord, l'Église n'est pas le seul lieu autogéré. On n'est pas tout à fait dans la même configuration. King connaît très très bien la culture du Sud, mais la culture du Nord n'est pas tout à fait la même. Son langage de Black Preacher fonctionne moins bien dans le Nord que le langage, j'allais dire, aiguisé comme une lame de rasoir d'un Malcolm, n'est-ce pas? Donc c'est plus difficile. Ok, intéressant. Et du coup, peut-être faire un petit peu un saut dans le plan, encore une fois. Mais justement, finalement, ça, c'était l'avis de Martin Luther King. Il a commencé, enfin, la non-violence a été popularisée grâce à sa vie, à ses combats. Et aujourd'hui, peut-être ça, c'est la dernière partie que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est quel héritage est-ce qu'on peut avoir de Martin Luther King? De ton livre, tu donnes, on peut peut-être commencer par ça, dans ton livre, tu donnes un exemple, enfin même plusieurs exemples en fait de communautés qui ont continué avec la résistance non violente. Évidemment, il y a des droits, enfin le droit de vote, le droit des transports publics ont été rétablis, mais il y a d'autres situations où la violence aurait pu être, si on veut, une réponse légitime dans certaines situations. Mais pourtant, certaines communautés ont continué de vivre avec l'héritage de la non-violence. Est-ce que tu pourrais en citer quelques-unes? Je pense notamment à l'attaque de Charleston en 2015, qui a une réponse extraordinaire. Enfin, moi, quand j'ai lu ça dans le livre, j'ai vraiment pleuré. Je disais, mais waouh, enfin... C'est-à-dire, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les combats, évidemment, aujourd'hui et les combats dans les années 50-60 sont extrêmement différents. Hein. Notamment parce que le droit de vote, parce que aussi la place des églises noires est différente. Comme beaucoup de droits ont été acquis ou réacquis,
il y a beaucoup de lieux où les Noirs peuvent exercer leurs droits et n'ont plus besoin de passer par l'Église pour les exercer ou pour être reconnus. Donc, d'une certaine manière, les églises noires ont été amenées à se recentrer d'une certaine manière sur le spirituel, c'est-à-dire que leur marge d'influence est moins politique, sociale qu'elle n'était. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus. Certaines restent très engagées dans le combat social, voire politique. Je donne juste un exemple parce qu'il est intéressant. Le pasteur qui est aujourd'hui pasteur à Ebenezer Baptist Church, c'est-à-dire à l'église où King lui-même était pasteur de son vivant, à Atlanta. Alors d'abord, évidemment, la communauté locale ne choisit pas n'importe quel pasteur, hein, parce que c'est quand même une église phare, on va dire. Mais cet homme a été il y a 2-3 ans, il a une carrière politique en même temps qu'il est pasteur. Et il était il était contre un républicain et c'est lui qui a été élu parce qu'il est démocrate. Donc, au Congrès. Donc, on a encore un leader religieux qui a en même temps un engagement politique. Donc pour le coup, il s'assume politicien, contrairement à King. Alors, il assume ça, mais en même temps, c'est un pasteur. Hein. Ouais. Bon. Donc, les combats sont évidemment extrêmement différents. On se bat plus tellement contre du visible, sauf lorsqu'il y a des drames. Un garçon noir qui est assassiné comme ça parce qu'il avait une capuche puis qu'il traversait le parc et puis que l'autre a eu peur, enfin prétend avoir eu peur et puis il l'a descendu comme un lapin. Je m'excuse de dire les choses comme ça, mais ça s'est quand même passé beaucoup de fois. Ou l'affaire George Floyd, mais encore George Floyd mourant sous la botte d'un policier qui l'empêche de respirer. On a l'impression qu'il n'y avait rien avant George Floyd et qu'il n'y a rien eu après. Il y a déjà pas mal de cas avant l'affaire George Floyd et il y en a eu encore quelques-uns après. Et c'est pas pour rien que ces exactions, notamment policières, ont conduit à la création d'un mouvement qui s'appelle Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. Et quand on choisit de nommer un mouvement « La vie des Noirs compte », c'est justement parce qu'elle ne compte pas. C'est évident. Hein? On veut dire, elle compte, contrairement à tout ce que vous voulez nous faire croire. Or, ce mouvement Black Lives Matter n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu un mouvement des droits civiques avant. Parce qu'il y a une conscientisation majeure de toute une population noire sur les questions sociales et politiques au travers du mouvement. Et cette conscientisation, c'est aussi lié à avec quels moyens. Et un certain nombre de Noirs ont été très sensibles aux questions de violence, autodéfense, etc. Mais certains se sont aussi rendus compte que c'était extrêmement suicidaire, compte tenu des rapports de force. Donc, certains ont continué à travailler ces questions de non-violence. Et on ne les a pas juste travaillées pendant le mouvement. Certains sont restés des grandes figures. Un homme du Congrès qui s'appelait John Lewis, bon, maintenant il est décédé, mais a été invité et réinvité à raconter, à expliquer. Et c'est un parmi d'autres. Hein. Quelle technique, comment travailler, comment se préparer, parce que c'est pas juste on va s'asseoir et puis on bougera pas, parce que si l'autre arrive et qu'il commence à vous malmener, le risque serait très vite de ramasser le premier pavé qui traîne, n'est-ce pas, ou de sortir une arme. Donc si on veut pas le faire, il faut s'y préparer. Donc il y a eu tout un travail qui a continué à se faire dans beaucoup de communautés. Et à Charleston, puisque tu prenais cet exemple, qu'est-ce qui s'est passé à Charleston? Il y a un jeune blanc qui entre un soir dans une église noire, et c'est pas n'importe quelle église noire. C'est une église noire qui a une valeur historique majeure, parce que c'est une des premières vraies communautés noires américaines remontant très loin dans le temps. Et ce jeune blanc décharge son arme sur les quelques-uns qui sont là, quelques-unes qui sont là. Il ne les connaît pas, simplement il veut tuer des Noirs. Et il espère retourner au fond, créer un mouvement de vengeance au fond, qui ferait que les Noirs se vengent, et du coup, comme il serait en rapport de force défavorable, ça ferait tuer beaucoup de Noirs d'une certaine manière. Il va tuer tous ces gens.
Et c'est pas du tout la vengeance qui va venir ensuite. Pas du tout. Il va y avoir évidemment un deuil très fort, mais cette communauté va faire réapparaître que tout ce qui a été semé au travers du mouvement des droits civiques, King et les autres, a germé et produit du fruit. Et ce fruit, c'est quoi? C'est non, la vengeance ne mène nulle part. Donc, ne choisissons pas cela. Mais choisissons au contraire de dialoguer avec l'autre parce qu'on ne perd pas de vue le but. Et ça permet de revenir juste sur une phrase de King qui, moi, m'a toujours paru extrêmement importante. En français, on dit volontiers « la fin et fienne justifie les moyens », c'est-à-dire que le but que l'on recherche permet de justifier les moyens qu'on met en œuvre pour obtenir le but, et King dit non, ça n'est pas vrai. Ce sont les moyens que l'on met en œuvre qui annoncent quelle fin et fienne l'on recherche. Et donc, si on a des moyens de paix, alors des moyens de réconciliation, des moyens de, si j'ose dire, même de pardon parfois, ça annonce qu'effectivement, on a en vue une société réconciliée. Alors que si on met en œuvre des moyens de guerre, des moyens de meurtre, eh bien, on ne recherche pas cela. Et il y a beaucoup de phrases très récemment dans le Moyen-Orient qui pourraient faire écho à tout cela, n'est-ce pas? On va éradiquer, on va supprimer, et on prétend qu'on va peut-être un jour pouvoir vivre en paix? Certainement pas. Donc, cette communauté de Charleston a manifesté, de par sa résilience, je trouve qu'on abuse de ce mot bien souvent, mais là, c'est bien de cela dont il s'agit, de sa résilience en ne se retournant pas contre l'autre, mais en posant tout cela dans la foi, au fond. Et ça a tellement surpris, non seulement toi, que le magazine Time a envoyé les journalistes en disant « Mais on ne comprend pas ce qui se passe là-bas. C'est pas ça qui devrait se passer. Normalement, ça devrait être on sort nos armes, on va aller tuer des Blancs. » Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et puis, lorsqu'il y a eu le service funèbre, c'est très beau parce que là, on retrouve le politique, l'église noire et tout ça. Obama y est allé, prononcer l'éloge, et à la fin de l'éloge, évidemment, il y a des journalistes, mais il y a aussi, évidemment, une immense majorité de Noirs qui sont là dans cette assemblée de cette église, à cette occasion. Et que fait Obama? À la fin de son éloge, il entonne Amazing Grace. Et en une seconde, on peut voir le document sur YouTube, en une seconde, on n'est plus dans le champ politique. On n'est plus du président qui incarne le politique. On est, en une seconde, l'église noire est là. Au-delà de toute frontière, etc., tout à coup, on sent que ça fait bloc. L'église noire au meilleur de ce qu'elle peut être, n'est-ce pas? Donc, dans le mouvement Black Lives Matter n'a jamais prôné la violence. S'il y a eu des débordements, ce sont des débordements extérieurs. Et Black Lives Matter a très souvent fait très attention qu'il n'y ait pas de débordement. Mais parfois, évidemment, certains, notamment blancs, détestant les Noirs, proches du Ku Klux Klan ou autres, viennent semer pour que, voilà. C'est inspirant. Et en même temps, juste parce que je vis dans un autre contexte, tu vois. Enfin là, je dis ça parce que j'essaie de faire le lien. Bien sûr. Nous, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en fait, tu vois. Ouais. Enfin, moi, je suis un homme blanc. Oui, c'est un pays privilégié. Oui. En guillemets, je coche marqueurs qu'il faut que je pourrais avoir le pouvoir sur eux. Et pourtant, il y a quand même des injustices autour de nous. Il y a quand même il y a quand même la pauvreté en Suisse. Et dans les pays limitrophes, évidemment aussi. Il y a une certaine injustice climatique aussi. Il y a plein de combats aujourd'hui qui sont globaux et on parle même pas des guerres qui ont lieu en ce moment en Ukraine et puis au Proche-Orient. Notamment. Et toutes celles dont on n'entend pas parler aussi. Et du coup, moi, je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, ce genre de
d'héritage, tu vois, pour nous, enfin, notre génération, j'accentue un peu notre différence. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le sens où, aussi, entre guillemets, j'ai envie de dire, l'ennemi est plus diffus. Tu vois, avant, il y avait des lois très claires entre les blancs et les noirs. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce qu'on pourrait en reprendre? C'est sûr que la Suisse, c'est un lieu difficile, j'allais dire, parce que on n'a pas de front immédiat qui apparaît comme ça, où l'inégalité serait immédiatement frappante, etc. Il y a eu des mini-esquisses. Hein. Pendant la crise du Covid, tout à coup, on a vu des centaines de gens manquer. Et certains se sont dit, attends, on est où? Ce qui est beau, c'est que ça a fait un sursaut de générosité pour aider ces gens, et ça a eu même des conséquences plus tard pour se dire, attendez, notre filet social avait des mailles trop grandes, donc il faut repenser un certain nombre de choses. Donc ça, c'est bien. Moi, ce que je retiens d'un King's, et je le dis aussi comme pasteur ou comme chrétien, enfin, c'est qu'un King montre que les belles paroles ne suffisent pas. Et j'ai envie de dire, non seulement elles ne suffisent pas, mais elles ne servent strictement à rien si elles ne nous engagent pas. Je vais prendre 2-3 exemples. Question des réfugiés. Moi, j'ai entendu plein de fois mon église. Mon église, c'est l'église évangélique réformée du canton de Vaud. Donc, une église très bien implantée dans ce canton, historiquement parlant. Avoir des discours assez généreux sur la question des réfugiés. On devrait, l'État devrait, nous devrions. Ça n'a aucun effet. Ça ne sert strictement à rien. Et non seulement ça ne sert à rien, c'est même contre-productif. Parce que l'autre qui entend ce discours voit bien que ça ne m'engage pas. Donc je lui fais la leçon et il déteste qu'on lui fasse la leçon. Alors que si cette même église, je parle toujours de celle dans laquelle j'ai été pasteur, je suis à la retraite, c'est pour ça que je mets au passé. Si cette même église avait dit, par exemple, nous, église, c'est un idéal que je cite, nous nous engageons à accueillir 250 réfugiés, à les nourrir et loger le temps qu'il faudra. Nous ferons ça, alors nous pouvons vous demander de faire plus vous aussi. Mais tant qu'on ne fait pas quelque chose qui nous engage, ça reste du discours. Sur la question climatique, quels sont les engagements que nous prenons qui nous coûtent? Tant qu'ils n'avons pas d'engagement qui nous coûte, vraiment, et pas seulement individuellement, aussi communautairement. Quand je parle d'église, c'est une communauté qui ferait le choix de, je laisse tes droits de suspension, alors à ce moment-là, elle peut avoir un discours fort. Sinon, c'est juste un individu qui a un... Pourquoi est-ce que Greta Thunberg a eu un discours, a tout à coup marqué les consciences? Pourquoi? Parce que cette jeune fille, maintenant elle est une adulte, mais je veux dire, quand elle commence, elle se met devant son école, elle dit « Aujourd'hui, je ne vais pas. Mais une fois par semaine, je ne vais pas à l'école. » Puis tout le monde ricane. Et au bout de quelques semaines, ça ricane un peu. On continue à ricaner, mais on se dit « Mais c'est pas normal. » Et puis le temps passe. Et puis elle tient. Et ça lui coûte. Et personnellement, je crois qu'un King nous montre l'importance d'un discours qui coûte. Et comme chrétien, on devrait comprendre ça immédiatement parce que c'est exactement ce que fait Jésus depuis le début dans tout son parcours. Il n'y a pas d'exception chez Jésus. Exactement. Donc, les chrétiens devraient comprendre ça mieux que les autres. Mais je crois qu'ils le comprennent intellectuellement. Mais il ne suffit pas de savoir pour agir. Si on relit Genèse 3, Genèse 4, c'est déjà de l'ordre de l'évidence à ce moment-là, donc dans les premières pages de la Bible. J'étais frappé, il y a lundi à une conférence donnée par une femme qui fait partie du GIEC. Elle a montré plein de dias magnifiques. Elle a montré un dia qui m'a beaucoup interpellé. Elle a montré un dia d'une enquête
faite par la société Exxon, pétrole et compagnie, n'est-ce pas? Enquête qu'ils avaient demandé à des scientifiques début 1960. Quelles sont les conséquences de notre production, etc. Et les scientifiques ont fait 3 courbes. Une courbe catastrophiste, une courbe moyenne et une courbe si on changeait un peu les méthodes de production de ceci, etc., d'extrait. Le DIA est resté confidentiel dans les hautes sphères de la boîte. Il savait très bien, en 1960, les dégâts majeurs qu'ils allaient produire. Il le savait. Le DIA le montre. Et c'est des projections jusque dans les années aujourd'hui, je veux dire jusqu'à 1960, sur un siècle, ils font et ils ne se sont pas trompés. Ça correspond à peu de choses près aux chiffres qu'on a aujourd'hui. Ils n'ont pris aucune décision pour changer. Ils savaient, mais ils n'ont pas changé. Pourquoi? Parce que l'argent. L'argent est un facteur absolument terrible qui conduit à laisser de côté, à ne pas tenir compte de notre savoir. Et aujourd'hui, notamment dans la crise climatique, on sait que ça coûte. Mais devant des actionnaires, devant XY, on a. Je suis très frappé qu'en Église, on a beaucoup plus développé tout ce qui touche l'intime, le sexuel, pour rendre attentif à ceci, pour pas dire pour réguler cela, pour moraliser ici, alors que, à ma connaissance dans l'Évangile, Jésus dit « On ne peut pas aimer Dieu et Mammon, c'est-à-dire l'argent, alors qu'il ne prononce pas de mots de cette force-là sur l'intime et le sexuel. » Mais en Église, et je ne parle pas seulement de mon Église, je veux dire en Église chrétienne, en tradition chrétienne, en religion chrétienne, on a beaucoup plus fait comme s'il avait dit l'inverse. Je te rejoins totalement, tu m'as ôté les mots de la bouche. De l'idée, effectivement, que tu dis de Jésus qui dit on ne peut pas servir de maître. En fait, quand on en servira un, on détestera l'autre. Et ça, je trouve incroyable aussi de se dire, il y a forcément un genre d'opposition, de fermeté qui va s'installer dans notre cœur. Et en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est vraiment qu'on est constamment dans une tension avec Martin Luther King. J'ai envie de dire justement pas qu'avec lui, mais en fait avec littéralement la Bible et notre engagement en tant que chrétien. Qu'on est constamment dans cette tension entre amour et justice, entre empathie et vérité, entre, j'ai envie de dire un centre ferme et des bords souples. Il y avait un théologien qui disait ça. Et qu'en fait, ça nous coûte. Et encore ce matin, je lisais dans Jean 13, je crois, 12, quand Jésus arrive à Jérusalem. Et plein de gens croient en lui, mais refusent de le dire parce qu'ils ont peur de la mauvaise réputation que ça pourrait leur amener vis-à-vis des chefs de la loi des pharisiens. Et moi, des fois, je me pose la question si j'agis pas de cette manière-là, d'avoir un peu peur. Et en fait, là, on a donné des exemples sur le climat, mais tu évoquais aussi la question des réfugiés avant. C'est vraiment quelque chose qui me marque parce qu'en fait, là, pour le coup, la justice, elle est moins abstraite que dans le climat, si on veut. Oui. Enfin, même si on peut faire des choses, enfin là, ça fait quelques années que j'ai plus pris l'avion, par exemple, volontairement. Peut-être je vais le reprendre, je l'exclus pas, mais pour l'instant, je vois pas l'utilité. Et du coup, c'est une chose. Mais finalement, concrètement, est-ce que ça change quelque chose? Pas forcément, mais je contribue. Par contre, pour les réfugiés, il y a vraiment une chose où tu peux concrètement changer la vie de quelqu'un. Juste en entrant en contact avec des gens. Là, ça fait, enfin, c'est pas là pour faire genre, mais ça fait maintenant 2-3 ans que je suis en contact avec un réfugié kurde qui est arrivé en Suisse, qui était emprisonné en Turquie,
qui a fui pendant son service militaire pour arriver ici. Et puis il s'est marié cet été. Et il m'a invité. Il m'a dit, je veux que tu sois là, tu es mon seul ami suisse. Je suis allé à ce mariage, j'avais une centaine d'invités, c'était en Suisse. Et en fait, j'étais triste dans mon cœur, j'étais là. Je suis son seul. Et maman, ma femme qui travaille dans un musée, elle est en contact aussi, ils essaient de sensibiliser différentes populations à la culture, pas juste dans un but d'éducation, mais aussi dans un but de créer du lien. Et la dernière fois, elle a été mangée avec des femmes syriennes et une femme réfugiée en Suisse depuis 10 ans. Elle disait, elle n'a jamais été chez un Suisse ou une Suissesse. Ah non, mais les cloisonnements sont très nombreux. Ils sont invisibles, hein, c'est ça qui est terrible. Ils sont invisibles, mais ils sont très nombreux. Et ils sont très nombreux non seulement au niveau social, mais même dans les églises, ils sont très nombreux. Je veux dire, moi, je suis dans une église évangélique réformée canton de Vaud. On tient un discours sur les évangéliques, les évangéliques, comme s'ils étaient tous dans le même panier, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais j'ai envie de dire, combien de collègues sont allés dans les églises évangéliques à Lausanne? Pas beaucoup. J'en connais quelques-uns. Il y en a un avec qui je discute souvent parce que, voilà, je sais qu'il y va, il essaie de comprendre. Moi, je le fais aussi un tout petit peu, etc. Bon. Ou combien sont allés dans les communautés d'autres religions à Lausanne? Sont allés chez les musulmans, sont allés chez les bouddhistes hindouistes, se sont rencontrés, etc. Donc les cloisonnements, ils sont très nombreux. Et moi, ce qui m'intéresse aussi chez un King, c'est qu'il aurait pu en rester à sa communauté, aux églises noires, etc. Mais on voit bien que peu à peu, il a tenté, et peut-être partiellement réussi, à rassembler les hommes et femmes de bonne volonté. Et il n'y a plus de frontières. Je trouve que c'est une excellente conclusion. Soyons des hommes et des femmes de bonne volonté. Amen. Merci Serge, en tout cas, pour ce temps, cette discussion, et pour ta connaissance, ta curiosité, pour ne pas dire expertise. Mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé aussi chez toi, c'est ce côté vivant de la parole et de la charité, et en même temps de la connaissance, de l'intelligence. Donc, merci pour ce moment. Et puis, en tout cas, on espère que vous, auditrices, auditeurs, ça vous aura parlé, inspiré aussi à faire plus de justice autour de vous. Et voilà, à bientôt. Merci beaucoup.